Bonjour tout le monde, bienvenue à la séance d'information pour l'appel de projet 2024 du plan stratégique en sécurité et bien-être collectif 2024-2034. Je suis Mélissa Giroux, coordonnatrice en temps et fonds à la division du développement social de Ville de Laval. Je suis accompagnée de ma collègue Karen Vespier qui est coordonnatrice activité programme, qui travaille sur le dossier sécurité bien-être collectif et je m'occupe notamment de l'appel de projet actuel Alors, dont on on va va vous parler faire, aujourd'hui. oui, on va vous faire cette séance d'information pour l'appel de projet en question. On va commencer, le bienvenue est déjà fait, bienvenue à tous. On va commencer par quelques petites règles de fonctionnement là, pour la rencontre. Lorsque vous allez regarder, attendez, j'autorise une autre personne à la rencontre. C'est ça qui est l'enjeu. On enregistre, puis pour la postérité, j'ai le moment d'inattention qui est enregistré pour toujours. Alors, je vous invite à prêter attention à votre écran. Là, vous allez voir dans le coin supérieur droit, il y aura souvent une icône qui ressemble à celui-ci qui va vous permettre d'aller chercher l'information directement dans le guide d'information de l'appel de projet où est-ce que l'information va être détaillée. Ça vous permet d'avoir une référence en direct si vous voulez le faire ou ultérieurement. On invite tout le monde à bien garder son micro fermé pendant la séance d'information afin d'éviter d'autres distractions, là, parce que vous voyez, après ça, ça va être enregistré pour toujours là, sur YouTube, ma distraction. Alors, ça va m'aider à cet effet-là. On va vous inviter à lever la main pour prendre parole. On préfère vraiment prendre les questions toutefois à la fin de la présentation afin d'avoir quelque chose de plus fluide là, pour les personnes qui vont nous regarder en différé. Et on vous invite à prendre bonne note que l'option de clavardage n'est pas active dans cette rencontre. Alors, on pourra régler le tout à l'oral lors de la séance de questions. On a des objectifs pour cette présentation d'aujourd'hui. Bien évidemment, on veut vous informer sur l'appel de projet. On va vous présenter les principaux paramètres de l'appel de projet, dont les critères d'admissibilité qui sont vraiment importants. On va préciser des éléments qui vont être à considérer lors de la rédaction de votre demande. On va donner quelques conseils à cet effet et on va répondre aux questions d'ordre général. On précise davantage d'ordre général pour que ce soit le type de questions qui puisse bénéficier à tous et toutes. Puis aussi, considérant le fait qu'il y a des moments qui sont dédiés aux questions spécifiques. On va vous informer là-dessus un peu plus tard dans la séance d'information. Pour le déroulement, on va défiler rapidement le contexte pour aller ensuite vers les objets de l'appel de projet, les critères d'admissibilité puis les critères d'évaluation. On va vous parler des modalités de dépôt. Comme j'ai dit tantôt, il y aura quelques conseils en vue de la rédaction de votre demande. Puis finalement, il y aura la séance de questions et de réponses. Alors sur ce, je vais céder la parole à ma collègue Karen qui va vous présenter le contexte de cet appel de projet. Donc, l'appel de projet s'inscrit dans le plan stratégique sécurité bien-être collectif 2024-2034 qui a une durée de 10 ans. Puis ce qu'il faut retenir principalement de ce plan stratégique, c'est qu'il s'appuie essentiellement sur deux approches, qui est l'approche globale et l'approche écosystémique. Donc, l'approche globale, je pense que vous connaissez tous et toutes un peu le principe, c'est que le jeune évolue dans plusieurs dimensions, dans plusieurs sphères, que ce soit l'éducation, la famille, la dépendance, la situation socio-économique, relation avec les institutions. En fait, il y en a beaucoup. Le schéma que vous voyez à l'écran en mentionne quelques-uns, mais le plan stratégie part du principe qu'il faut travailler sur le jeune, mais dans sa globalité. Donc, ça touche beaucoup de sphères. Donc voilà, ça c'est la première approche. Et la seconde, qui est tout aussi importante, qui est reliée à la première, qui est l'approche écosystémique, puisque étant donné que le jeune évolue dans plusieurs sphères et dimensions, il y a plusieurs partenaires
et organismes communautaires, institutions qui travaillent autour du jeune. Donc, ça, ce sont les écoles, la ville de Laval, le CI3S de Laval, les organismes communautaires, les jeunes, les familles, les communautés, les citoyens, les institutions. Encore là, c'est à titre d'exemple, il y a encore beaucoup plus de partenaires et de personnes, de groupes qui travaillent autour du jeune. Donc, c'est ça l'idée que vous devez retenir de ce plan-là, puisque c'est un grand plan, il comprend beaucoup de changements et d'actions, mais ces deux principes de base, c'est l'approche globale et l'approche écosystémique. Vous comprendrez davantage aussi le pourquoi j'insiste sur ces deux aspects, parce qu'on le voit davantage dans l'appel de projet, plus ce qu'on vous demande dans le formulaire. Donc, ce plan a été lancé en juin 2024. Il cible les jeunes des 12 à 35 ans ainsi que leurs familles. Il est certain que ce ne sont pas toutes les actions et tous les changements qui concernent les familles, mais dans l'ensemble, dans tous les cas, c'est les jeunes de 12 à 35 ans, ça c'est la clientèle cible. Et dans certains changements et actions, il y a aussi les familles qui sont ciblées. Ce plan vise 5 changements. Donc là, je vous les nommerai pas, mais je vais vous donner davantage les thèmes spécifiques qui traitent. Donc le premier grand changement traite davantage la capacité d'agir collective, donc des organismes communautaires institutionnels, en fait, tous les partenaires, les parties prenantes qui travaillent autour du jeune. Le changement 2, c'est la capacité d'agir des jeunes et de leurs familles. Donc voilà. Changement 3, c'est l'offre de services destinée aux jeunes et à leurs familles. Puis l'offre de services, ça concerne l'art, la culture, c'est la grosse offre de services qui est déclinée aussi au niveau primaire, secondaire, tertiaire. Donc voilà. Je vais vite, hein, je m'en excuse, je veux juste vous donner un peu une idée de ce que c'est le plan stratégique. Changement 4, c'est la cohésion sociale. Et changement 5, c'est toute la question de l'accessibilité et la sécurité des milieux de vie. Ça peut être dans l'autobus, dans les métros, dans les établissements scolaires, etc. Puis, milieu de vie comprend aussi tout ce qui est le cyberespace. De ce plan stratégique vont découler des plans d'action à moyen terme, 2 à 3 ans, qui vont, eux, comprendre des moyens d'action, des porteurs et des échéanciers. Puis actuellement, on est en train d'élaborer le plan d'action 2024-2026 qui se terminera le 31 décembre 2026. J'avais profité de la transition de diapo, Karen, pour mentionner que ceux d'entre vous là, qui voulaient en savoir plus sur le plan stratégique sécurité et bien-être collectif, il est disponible en ligne sur le site web de Ville de Laval. Il est somme toute rapide à lire, je dirais, pour une lecture de chevet, là, les plus intéressés d'entre vous. Le lien est accessible directement à même le guide de l'appel de projet. Alors, vous pourrez cliquer là, sur ce qui est souligné puis ça va vous mener directement au plan stratégique. Aujourd'hui, on a fait le choix de vraiment axer notre présentation sur l'appel de projet de manière plus spécifique pour vraiment être sur le cœur, le vif de notre sujet. Mais assurément, là, si vous avez des questions ou d'autres éléments en lien avec le plan stratégique, Karen là, sera votre courroie d'information privilégiée à cet effet-là pour des échanges futurs. Je te repasse la parole, Karen. Merci. Donc, l'objectif de l'appel de projet actuel, c'est de soutenir des projets concertés qui s'inscrivent dans une action ciblée des sous-objectifs du changement 2 du plan stratégique sécurité et bien-être collectif, qui s'intitule « Les jeunes Lavallois et leurs familles ont renforcé leur pouvoir d'agir ». Donc, l'appel de projet actuel cible uniquement le changement 2. Donc là, je vais passer à travers le changement 2. Je vais vous donner quelques exemples à titre indicatif, mais sachez que je les invente. C'est juste pour vous
peut-être vous nourrir ou vous donner peut-être des idées. Donc, l'objectif 2.1, soutenir les jeunes des diverses communautés et leurs familles dans le développement de leurs capacités et de leurs compétences. Puis, sous-objectif 2.1.1, développer des actions de sensibilisation et d'information destinées aux jeunes et à leurs familles. Donc là, vous avez des actions renforcer la tenue d'activités d'éducation populaire par et pour les jeunes au sein des milieux de vie réels et virtuels fréquentés par les jeunes. Il y a beaucoup comment dire, d'activités qui pourraient être proposées sur la communication, sur la violence, la gestion des émotions, la gestion des conflits, etc. Donc, voilà pour celui-là. Favoriser la mobilisation, l'engagement et l'implication des parents auprès de leurs jeunes. Ça peut être des rencontres avec les parents, des groupes de discussion. Encore là, il y a énormément de moyens que vous pouvez mettre en place pour répondre à cette action-là. Proposer des ateliers d'éducation populaire adaptés aux différentes communautés de parents. Là encore, vous pouvez proposer des ateliers sur les habiletés sociales ou sur la cyberintimidation, etc., etc. Je pourrais vous en donner une liste, une grande liste. Par contre, puis, les ateliers que vous pouvez proposer, ça peut être aussi de la cuisine, mais ça peut être beaucoup de choses. C'est un support de communication qui vont vous permettre après d'atteindre l'action, par exemple, l'objectif, le sous-objectif qui est de sensibiliser et d'informer les jeunes et les parents. Donc, vous pouvez prendre le support que vous voulez du moment que ça atteigne que ça permet de sensibiliser et d'informer les jeunes et les parents. Puis la dernière action, mettre en place des moyens pour renforcer les habiletés parentales en prenant en compte la pluralité des compétences de parents. Là encore, vous avez beaucoup de choix et d'opportunités. Ça peut être des groupes de discussion, des rencontres virtuelles, en présentiel, etc. Je continue. Le 2.2, agir sur les facteurs de risque et de protection individuelle des jeunes et de leurs familles dans une perspective intersectionnelle. Là, on est davantage dans tout ce qui est les facteurs de protection. Donc, le premier, ça va concerner les facteurs de protection liés aux habiletés sociales. Bon, je pourrais vous donner un exemple, je ne sais pas si vous le connaissez, le projet Gamer de rue. Ce sont des intervenants qui utilisent en fait le support du jeu vidéo pour intervenir auprès des jeunes en jouant en fait en jouant aux jeux vidéo, ils peuvent communiquer et créer des liens avec les jeunes. Le deuxième, soutenir les actions visant à renforcer les facteurs de protection de type relationnel, dont les relations amoureuses saines et égalitaires. Là, je n'ai pas d'exemple, mais c'est encore là le support. Vous avez de la liberté dans le support. Il faut juste que ça réponde aux facteurs de protection de type relationnel. Et c'est le même cas pour la troisième action, soutenir des actions visant à prévenir l'émergence des problématiques liées à la santé mentale, à la consommation, à la dépendance de substances. Je continue. Le 2.1.3, favoriser le développement identitaire des jeunes, donc impliquer, consulter les jeunes dans le choix des moyens pour soutenir leur construction identitaire. J'ai un exemple là que j'invente. Par exemple, ça pourrait être un podcast avec des jeunes. Puis offrir aux jeunes des opportunités de découvrir. Là encore, vous avez un choix d'activités assez grand. Vous pouvez utiliser comme support le sport, l'art, la danse, la musique, etc.
pour leur permettre de se découvrir. Donc, j'espère que j'ai été assez claire, mais si ce n'a pas été et vous avez d'autres questions, je peux répondre à la période des questions. Si vous avez besoin de clarification davantage sur ce que je viens de dire ou sur changement 2 et les actions, n'hésitez pas à me poser ces questions. Je vais vous répondre avec plaisir. Oui, puis pour les personnes qui nous écouteront en différé aussi, Oui, les coordonnées sont à l'intérieur du guide. Là, vous pouvez communiquer des questions de clarification. Karen va se faire un plaisir d'y répondre. Alors là, on a vu l'objet de l'appel de projet, il a été détaillé par action. Maintenant, on va rentrer dans les critères d'admissibilité qui sont assurément très importants. Mais on va aussi vous présenter les critères d'évaluation parce que ça peut influencer grandement là, la façon dont vous allez rédiger votre demande. On va commencer par les organisations admissibles. C'est très semblable d'un appel de projet à l'autre à la division du développement social, mais il y a des nuances supplémentaires pour cet appel de projet-ci. Alors, les organisations admissibles vont avoir les formes juridiques suivantes. Alors, d'abord, les organismes incorporés qui sont à but non lucratif. Il peut y avoir également les coopératives qui vont être considérées comme un OBNL par Revenu Québec. Les regroupements d'organismes, étapes de concertation, tout regroupement de partenaires qui ont choisi de travailler ensemble pourraient également présenter une demande. Cette fois-ci, ils vont passer par le biais d'une organisation qui va se proposer au titre de fiduciaire de la demande. Fiduciaire de la demande, autrement dit, c'est un organisme qui choisit de se porter garant sur le plan légal, administratif, financier, là, de la subvention au nom du regroupement qu'il présente. Alors, il y a de l'information au guide à cet effet-là, là, à la page 7, pour avoir un peu plus de détails. Les fiducies aussi, c'est peut-être quelque chose de plus complexe, là, sur lesquels ça peut être une bonne idée de prendre un rendez-vous aussi en question-réponse là, pour approfondir la question avec nous. Si vous en ressentez le besoin, on pourra faire ça ultérieurement. Et puis, nuance de cet appel de projet-ci, les organismes gouvernementaux, les institutions et les écoles d'enseignement et de formation sont admissibles à l'appel de projet. Alors, c'est une nuance à prendre note là, parce qu'il n'y a pas beaucoup des fonds et programmes là, qui permettent à ces organisations-là de soumettre des demandes. Dans les critères d'admissibilité, il est important de prendre note qu'on a des critères d'admissibilité relatifs au public cible des projets qui seront soumis avec cet appel de projet. Alors, d'abord et avant tout, là, il est important de noter que les projets doivent s'adresser aux 12 à 35 ans qui sont à risque ou vulnérables, euh, évidemment en lien avec le changement 2 là, que Karine vous a exposé plus tôt. Alors, il y a d'abord le public cible qu'on pourrait appeler les jeunes, jusqu'à 35 ans. Ensuite, il y a les familles et les groupes d'appartenance de ces jeunes-là de 12 à 35 ans qui sont à risque ou vulnérables. C'est en lien directement avec certaines des actions là, que Karen vous a présentées tantôt. Et également, les intervenants des milieux qui agissent auprès des 12 à 35 ans à risque ou vulnérables peuvent être un public cible des actions qui seraient soumises. Je vais nommer à tout hasard là, une formation qui est vraiment spécifique pour permettre aux intervenants de mieux agir en lien avec l'objet de l'appel de projet auprès du public des 12-35 ans à risque ou vulnérables. C'est quelque chose qui serait admissible. Alors, on a 3 publics cibles qui sont prédéfinis qui sont un critère d'admissibilité à la demande. Critère d'admissibilité à la demande, ça veut dire si le public cible n'est pas un de ces 3-là, la demande n'est pas recevable. Ensuite, il y a des critères en lien avec, oups, je suis allée trop vite, avec le demandeur. Alors, le demandeur doit faire preuve d'une stabilité sur le plan organisationnel, logistique et financier. C'est la raison pour laquelle on vous demande différents documents corporatifs pour nous permettre de jeter un regard là, sur la stabilité organisationnelle de l'organisme qui fait la demande, soit votre organisme vous-même ou encore le fiduciaire, là, si c'est au nom d'un regroupement. Puis le demandeur doit aussi avoir la couverture d'assurance nécessaire à la réalisation des activités qu'il va proposer dans son projet.
La majorité du temps, ça pose pas un enjeu, mais je vais donner un exemple. Il y a des associations ou des regroupements de sport. Leurs assurances couvrent uniquement leurs activités sportives de leurs activités régulières. Puis s'ils déposent des activités qui sont pas en lien avec ça, ça sera pas couvert par leurs assurances. Alors, ça peut être intéressant là, de confirmer vos couvertures d'assurance avant de soumettre une demande. Il y a des critères d'admissibilité en lien avec le projet lui-même. Le premier et non le moindre, je vais sûrement réinsister là-dessus plus tard, c'est de soumettre une demande complète. Il y a une liste à cocher là, qui est disponible dans le guide et dans le formulaire de demande. Je crois que c'est à la fin du formulaire pour ce formulaire-là. Il est important d'envoyer chacun des documents nécessaires pour que la demande soit considérée complète. Si on vous les demande, c'est qu'ils sont nécessaires à l'analyse. C'est vraiment pas juste pour vous faire joindre des pièces là, au courriel. Alors, je vous invite à prendre en note là, que c'est un critère important, que la demande soit complète. Ensuite, le projet doit absolument être inscrit dans le cadre d'au moins une action ciblée d'un des sous-objectifs du changement 2. Ça, c'est la liste des actions là, que Karen a fait le détail tantôt. Elle vous les a toutes nommées. Ils sont à nouveau au guide si vous voulez vous y référer ultérieurement. Il faut impérativement que le projet soit en lien avec un des sous-objectifs, une de ces actions ciblées-là pour que ce soit admissible. Le projet doit se réaliser sur le territoire lavallois, il y en est bien certain, mais aussi cibler un secteur où il y a des populations à risque ou vulnérables du territoire lavallois. Le projet ne dédouble pas d'autres initiatives ou est complémentaire. Ça, c'est un critère qui est pas mal classique dans l'ensemble de nos appels de projet. Et on peut noter aussi qu'il est possible de soumettre une demande pour un renouvellement, c'est-à-dire un projet qui a déjà existé dans le passé, évidemment qui cadre avec les autres critères d'admissibilité. À ce moment-là, il va être important de soumettre la dernière édition de compte et de la mettre à jour afin de donner l'information la plus à jour possible là, dans le cadre de l'analyse de la demande. Et il y a une question au formulaire qui permet d'apporter la justification de pourquoi il est nécessaire de renouveler ce projet-là, en quoi il est important de le poursuivre, en s'appuyant sur les résultats, mais en s'appuyant aussi sur vos objectifs lorsque vous allez rédiger ce paragraphe-là. Il y a des critères d'admissibilité qui sont directement en lien avec le montage financier. Ils sont au nombre de 3. Là, il y a plusieurs pourcentages là, que je vais lancer comme ça. Ça se peut que ça soit mélangeant. On va s'arranger, faire ça de la manière la plus claire possible. Premier critère d'admissibilité, dans le projet doit compter des contributions financières de la part du demandeur et ou de ses partenaires. Et ces contributions-là doivent être au minimum de 10% de la valeur totale du projet. C'est pas obligé d'être uniquement des contributions financières, monétaires qui sont considérées dans ce 10%-là. Il peut y avoir différents autres types de contributions, dont des contributions en service, des contributions en nature. On peut comptabiliser le temps de concertation. Disons, c'est une table de concertation avec un sous-comité qui dépose une demande. Alors, le temps de rencontre de ce sous-comité-là peut être comptabilisé afin d'être considéré comme une contribution des partenaires. Alors, il est important, là, lorsque vous rédigez votre demande, c'est un des conseils, là, je suis en avance sur ma période conseil, de prendre le temps de vraiment considérer l'ensemble des intrants de votre projet, puis d'attacher un montant à ces contributions-là. C'est vraiment pour mettre en valeur la part du projet puis de la communauté à l'intérieur du projet. C'est toujours une plus-value lors de l'analyse d'une demande, s'il n'y a pas exception dans ce cas-ci. Alors là, on a parlé du 10% de contribution du milieu et du partenaire du demandeur au montage financier. Les deux autres critères d'admissibilité sont en lien avec les frais d'administration qui seraient alloués au projet. Tout d'abord, il est possible d'avoir des frais d'administration à même le montant demandé en subvention. Toutefois, ce montant-là ne pourrait pas dépasser 10% de la valeur totale de l'ensemble des autres dépenses du projet. Il y a une petite formule qui est proposée au formulaire de montage financier là, qui est avec la demande de soutien pour vous aider à vous rappeler de ne pas dépasser plutôt ce 10%-là.
Alors ça, c'est le premier critère en lien avec les frais d'administration liés à la subvention. Le deuxième, c'est les frais d'administration totaux de l'ensemble de la demande qui, eux, doivent pas dépasser 15 de la valeur totale du projet. Alors, le formulaire, je pense, le met bien en lumière. Il y a même une portion là au bas de la portion budget qui vous permet d'aller calculer ces différents montants-là pour venir confirmer de l'admissibilité de votre montage financier. La liste des dépenses admissibles qui est toujours important d'avoir en tête lorsqu'on rédige son montage financier, mais aussi lorsqu'on imagine son projet. Alors, on va la décliner rapidement. Alors, dans les dépenses admissibles, on compte d'abord la rémunération du personnel dédié à la réalisation des activités. Elles peuvent inclure les charges sociales liées au salaire. Il y a les dépenses nécessaires liées à la réalisation des activités du projet, y compris celles de l'évaluation, si c'est quelque chose que vous souhaitez ajouter dans le cadre de votre projet. Il y a les services et honoraires professionnels qui peuvent être considérés comme des dépenses admissibles. À nouveau, là, vous avez compris que l'ensemble des dépenses devront être directement en lien avec le projet. Là. On n'a pas besoin de trop insister sur cet élément-là. Mais vous voyez, j'ai un petit astérique ici, dont les frais d'audit. Alors, c'est quand même un peu complexe. À nouveau, je vais essayer de le présenter rapidement de manière claire. Pour ceux d'entre vous qui voulez les inclure à votre demande, il peut être judicieux là, de communiquer avec nous pour démêler tout ça, là, pour vous aider à voir quelle portion de vos frais d'audit vous pourriez mettre, mais je le présente ainsi. Tout d'abord, si vous êtes un organisme qui n'avait pas des états financiers audités avant de soumettre votre demande, il est possible de mettre les frais d'audit dans la demande de soutien financier. Ensuite, si vous êtes un organisme qui avait déjà un audit réalisé en lien avec vos états financiers annuellement, si la subvention augmente les frais de l'audit pour la durée du projet, bien, vous pouvez soumettre l'écart entre les deux montants. Disons que votre audit coûte 500 ou 1000 dollars de plus, ça va vite là, ça va vite des frais d'expertise comptable. Vous pouvez mettre dans les montants demandés à la subvention ce 500 à 1000 ou le montant réel que ce sera. Là, je fais juste donner des chiffres à titre d'exemple. Vous pouvez le demander dans la subvention en service professionnel parce que c'est un coût supplémentaire qui est engendré par la subvention que vous recevrez. Le pourquoi de tout ça, c'est parce qu'il y a des règles en lien avec les audits puis les subventions qui sont inscrites au niveau de la loi et à laquelle Ville de Laval est assujettie. Alors ainsi, si dans une année, vous recevez plus de 100 000 en subvention de Ville de Laval, ben vous êtes obligatoire, vous êtes dans l'obligation de faire des états financiers qui vont être audités par un auditeur indépendant. Alors, c'est une des raisons pour laquelle on a ajouté ces dépenses admissibles dans les frais liés au projet. Alors, à nouveau, ceux qui voudront creuser la question, là, on pourra s'en reparler ultérieurement. Je vous invite à en tirer avantage, là, si c'est quelque chose qui est possible pour votre organisme. Ensuite, on revient aux dépenses admissibles au projet, là, après ma parenthèse audit. Les mesures d'accessibilité universelle sont des dépenses admissibles. Si, par exemple, vous avez besoin de traduction, notamment de l'interprétariat en langage des signes québécois pour permettre à des personnes avec une faible audition de participer, vous pouvez imaginer toute autre mesure d'accessibilité universelle là, qui permet de favoriser la plus grande participation des publics cibles. Mais c'est des dépenses qui pourraient être mises dans les dépenses subventionnées au projet. Ensuite, il y a l'achat de matériel qui est en lien avec le projet, des frais d'activité de communication puis de promotion, ça serait admissible également. Des frais de déplacement, notamment ceux des publics cibles eux-mêmes. Là. Beaucoup d'organismes aiment soutenir les déplacements de leurs participants, c'est quelque chose qui est possible. Les frais liés à la location de locaux pour la tenue des activités. Des rénovations mineures qui pourraient être nécessaires dans le lien avec la réalisation du projet, là où les interventions vont avoir lieu. On nomme des rénovations mineures, je vous mets en parenthèse non amortissables. C'est pas une réfection de toit là, qui est admissible, c'est vraiment plus en lien directement avec le projet. Alors peut-être un local d'intervention qui a besoin d'être aménagé, ça pourrait être possible.
Les frais d'administration en lien avec le projet, ça, je voulais les présenter tantôt, là, le maximum de 10% qui est toujours important de garder en tête. Puis d'autres dépenses qui pourraient être reconnues admissibles parce qu'on ne peut pas imaginer l'ensemble des projets qui sont possibles. Alors, pour venir, si vous avez besoin de confirmation, vous pouvez communiquer avec nous par courriel ou participer aux questions-réponses pour qu'on puisse aller voir directement en lien avec les objectifs de votre projet s'il y a des éléments qui peuvent être admissibles ou non admissibles en lien avec le budget, si c'est des dépenses qui sortent de l'ordinaire, que c'est difficile à établir tout seul de votre part. Ensuite, les dépenses, c'est une nuance qui est très, très importante. Souvent, je fais la distinction là, entre différents fonds à la division du développement social. C'en est une distinction importante pour cet appel de projet-ci. Les dépenses en lien avec le projet vont être admissibles, c'est-à-dire que la subvention peut commencer à être utilisée pour les dépenses en lien avec le projet à partir de la date de réception de la demande. Alors, au moment où vous allez soumettre votre demande, les dépenses peuvent commencer à être admissibles. Il y a un mais. Il faut être conscient que votre organisme assume le risque en cas de refus de la demande. Alors, si votre projet est accepté, les dépenses vont devenir admissibles à partir de votre date de dépôt. Toutefois, si le projet est refusé, il n'y aura pas de subvention pour venir compenser les dépenses qui auront déjà été encourues. Alors, c'est un choix à faire en toute connaissance de cause, là, si c'est quelque chose attendez, vous voyez, ma phrase, elle s'en allait nulle part. Si vous voulez bénéficier de cette opportunité-là, il faut prendre le temps de réfléchir en connaissance de cause. Pour la durée des initiatives, les projets peuvent être reçus, les projets qui seront reçus pourront aller jusqu'au 30 septembre 2026. Alors, la durée du projet est à déterminer en fonction de vos objectifs, de vos réalités, puis de ce que vous avez envie de faire. Mais les projets reçus dans le cadre de cet appel devront se terminer au plus tard au 30 septembre 2026. La date de début est à déterminer en fonction de ce que vous allez réaliser. Et évidemment, le projet peut finir plus tôt. C'est la date vraiment, la date de fin maximale. Si vous avez un projet qui dure 2 semaines, c'est tout à fait possible de réaliser un projet qui dure 2 semaines puis qui termine le 31 décembre 2024. Ça, il n'y a pas de problème. Les montants vont être accordés en fonction de l'appréciation globale des initiatives et des disponibilités financières. Il n'y a pas de montant minimal, il n'y a pas de montant maximal pour une demande. Tout est dans la démonstration du besoin. C'est important alors, lors de la rédaction de votre demande, là, de faire la démonstration de votre besoin en lien avec les fonds pour permettre de justifier le montant qui est demandé avec. Voilà, c'est tout dans la démonstration de votre projet lui-même. C'est l'analyse va être faite à cet égard-là. Ensuite, la Ville de Laval va informer les organismes de sa décision finale dans un délai de 3 mois après le dépôt de votre demande. C'est une information à garder en tête. Je sais surtout dans un contexte où les dépenses sont admissibles à partir de la date de dépôt, là, il y a peut-être une impatience compréhensible à savoir si le projet a été retenu, mais il y aura une petite patience de 3 mois à avoir avant d'avoir votre réponse formelle. Il y a plusieurs critères d'évaluation qui vont être utilisés pour faire l'analyse des projets qui vont être reçus. Les voici. Alors d'abord, on va voir si le projet est cohérent avec la mission principale du demandeur et son expertise. Là, vous voyez ici, il y a une petite exception lorsqu'on fait appel à un fiduciaire pour déposer la demande de soutien financier. Ça va être l'expertise du regroupement de la table de concertation ou des partenaires qui sera analysée et non celle du fiduciaire. Alors, une cohérence avec la mission. Ensuite, on doit voir que le projet va répondre de manière adéquate aux sous-objectifs qui ont été détaillés par Karen tantôt. On veut voir qu'il y a vraiment un lien avec les sous-objectifs puis les actions qui sont au changement 2, l'objet même de notre appel de projet. Alors ça, c'est un autre critère qui est analysé. Ensuite, on va voir si les objectifs du projet sont définis et sont réalistes et on va analyser si les résultats permettent l'atteinte de la finalité souhaitée de votre projet. Votre grand objectif final, la finalité, est-ce que votre projet permet de l'atteindre? Il va y avoir une analyse de votre volonté à inclure l'analyse différenciée selon les sexes intersectionnels, qu'on appelle au plus court ADS+, mais également l'accessibilité universelle là,
qu'on a appelé l'AU, à l'intérieur de votre projet. De manière plus concrète, qu'est-ce que ça veut dire? C'est est-ce que dans la conception de votre projet, puis dans la mise en œuvre, vous prenez en considération les besoins des personnes discriminées en raison de leur sexe, de leur identité de genre, de leur classe sociale, de leur situation de handicap, leur âge, leur origine ethnique, leur orientation sexuelle ou toute autre caractéristique là, qui pourrait être objet d'une discrimination. Autrement dit, est-ce que vous veillez à ce que votre projet soit le plus inclusif possible dans le respect des personnes qui vont être des parties prenantes de celui-ci? On continue toujours avec les critères d'évaluation. Est-ce que votre projet fait l'objet d'un partenariat dans son développement et dans sa mise en œuvre? Puis est-ce que les partenaires clés, là, les acteurs clés autour de la thématique de votre projet sont inclus à l'intérieur de celui-ci? Sinon, est-ce qu'au moins votre projet démontre un potentiel de partenariat en ce sens? Karine l'a montré, elle a fait la démonstration tantôt. On est dans une approche écosystémique, Karine, qu'on disait? C'est les écosystèmes. Alors, on est dans une approche écosystémique. Alors, de facto, ce qu'on veut voir à l'intérieur des projets, c'est des projets qui vont prendre en considération ce facteur écosystémique-là. La meilleure manière d'en faire la démonstration, c'est de voir que les parties prenantes nécessaires à la réalisation des objectifs sont autour du projet avec vous. Donc, un projet qui est réalisé en partenariat et non pas cavalier seul, là, l'organisme fonce dans la nuit vers la réalisation de ses objectifs. C'est pas ça qui est souhaité avec cet appel de projet. Ensuite, est-ce que votre projet a un échéancier qui est défini et qui est réaliste? Est-ce que le montage financier, le budget qui est soumis est détaillé, justifié et réaliste? Et puis, est-ce que votre projet prévoit des mesures d'éco-citoyenneté? Parce qu'on est en 2024, puis ça fait partie de la vraie vie. Ensuite, lorsque c'est une demande de renouvellement, il s'ajoute deux critères d'évaluation supplémentaires. D'abord, est-ce que votre reddition de compte, la mise à jour de cette reddition de compte, fait état d'un impact favorable du projet sur l'enjeu qui est ciblé par votre demande de soutien financier? Et ensuite, est-ce que la poursuite du projet est justifiée adéquatement? Je vous en ai parlé un peu plus tôt là, dans la demande de prendre le temps de rédiger en quoi le projet va être, la poursuite du projet va être une plus-value en lien avec les objectifs de l'appel de projet en cours. Alors, c'est un élément qui va être analysé. Il y a des outils pour vous aider. C'est les outils de l'appel de projet, hein, c'est pas un gros scoop que je vous vends là. Alors, il y a d'abord le formulaire qui a été conçu pour vous permettre de d'abord faire la démonstration que votre projet est admissible et ensuite de faire sûr qu'il répond aux critères d'analyse. Alors, les questions qui y sont posées sont directement formulées en lien avec les critères d'analyse de l'appel de projet. Alors, en répondant avec le niveau de détail suffisant aux questions, vous devriez en mesure de vous qualifier pour les critères d'analyse et d'admissibilité de l'appel de projet. C'est sûr qu'on vous invite fortement à utiliser l'ensemble des autres outils liés à l'appel de projet. D'abord, le guide. Euh, je, je pourrais dire là, les habitudes de mes séances d'information. Vous savez comment j'insiste sur la lecture du guide. J'allais utiliser les mots supplication. Je suis presque rendue là. Blague à part, je vous invite très fortement à consulter le guide avant la rédaction de votre demande, avoir en tête les critères d'admissibilité, avoir en tête les critères d'analyse, parce que on trouve ça c'est une très grande déception à chaque fois qu'on reçoit une demande non admissible parce qu'on sait que l'organisme a consacré temps et énergie à développer un projet puis à rédiger une demande. Puis là, après ça, on ne peut même pas la traiter parce que c'est pas admissible. C'est toujours très décevant. Alors, on vous invite à faire ces confirmations-là en amont et puis le guide est destiné à 100% à cet effet-là. Alors, vous voyez, là, je prends toutes ces minutes-là pour insister à nouveau sur le guide. C'est mon mandat principal dans ma vie. Je vous invite à lire le guide. Je vous l'ai dit, critères d'admissibilité, évaluation, dépenses admissibles, c'est toujours super intéressant et important. Ça vous informe aussi, là, pour les plus motivés d'entre vous, l'ensemble du processus de l'appel de projet, le comment, le pourquoi. Vous allez avoir de l'information là-dessus. En plus, dans le guide, il y a des annexes
qui sont des outils qui peuvent être intéressants pour vous aider à développer votre projet et mieux répondre aux critères d'évaluation. Il y a des définitions, bien évidemment, mais il y a un outil qui est somme toute court là, pour vous aider à appliquer l'ADS+ dans l'élaboration de votre projet. Puis ça réfère aussi à d'autres outils qui sont aussi faciles et abordables là, dans ma perspective à moi, qui sont des outils en ligne pour favoriser l'usage de l'ADS+ dans l'élaboration de votre projet. Il y a des conseils puis du soutien là, pour favoriser l'accessibilité universelle. À nouveau, tout ça tient sur une ou deux pages. C'est somme toute facile à consulter. Puis, ça vous aide à évaluer puis à adapter votre projet pour mieux répondre aux critères d'analyse. Alors, c'est disponible dans le guide. Et puis, un autre élément, on vous a scoopé ça là, tout le long de la présentation, mais c'est possible de vous inscrire à des rendez-vous pour répondre à vos questions en lien avec votre projet ou l'appel de projet. C'est des séances d'information qui vont être individuelles. Habituellement, on fait ça autour d'un écran Teams, là, un peu comme on fait en ce moment, sauf que c'est uniquement un organisme à la fois. On vous réserve un 15 minutes juste à vous pour vous permettre de passer à travers l'ensemble de vos questions, puis à nouveau s'assurer que vous déposez une demande qui est complète, admissible et qui répond aux critères d'analyse. Évidemment, on vous invite à préparer vos questions là, avant de vous présenter à la séance d'information. Pour tirer avantage de cette opportunité-là, il suffit d'écrire à développement social à commerciallaval.ca. Et puis, on va s'occuper de vous envoyer un rendez-vous. Ça peut être un plus-value de mettre quelques disponibilités d'emblée dans votre courriel. Ça va nous éviter quelques allers-retours, nous permettre d'être plus efficients. Alors, les modalités de dépôt, ben, on utilise le formulaire, on envoie l'ensemble des documents nécessaires. Pour le formulaire, les documents, ben, c'est accessible sur le site web de Ville de Laval. Une fois que ça va être complété, ben, vous envoyez ça par courriel à la division du développement social. C'est la même adresse courriel pour envoyer la demande aussi. Donc, développement social à commerciallaval.ca. Je prends un moment, là, comme je le fais lors de chacune de ces séances d'information-là, pour insister sur l'importance de veiller à la réception de votre accusé de réception. Puis à nouveau, c'est pas un accusé de réception automatisé où est-ce que vous avez coché dans votre Outlook que vous voulez avoir un accusé de réception. Je parle d'un accusé de réception personnalisé qui est envoyé par l'équipe du développement social spécifiquement à votre organisme pour dire oui, on a votre demande, elle est enregistrée dans notre réseau, elle est reçue. C'est vraiment ce qui fait office d'un vrai accusé de réception. J'insiste là-dessus parce que ça arrive à l'occasion, c'est rare, mais ça arrive que des demandes sont envoyées puis que malheureusement, on les reçoit jamais, puis l'organisme s'en rend compte une fois qu'il est trop tard. Alors, comme il est dit au guide, à l'intérieur d'un 48 heures ouvrable, nous, on vous dit qu'on va vous envoyer cet accusé de réception-là. Alors, les 2 jours après là, votre envoi de demande, prêtez une attention particulière à votre boîte de courriel pour confirmer que vous avez bien reçu cet accusé de réception-là. C'est la seule façon où vous savez que vous avez reçu, qu'on a reçu votre demande. Si vous n'avez pas eu l'accusé de réception, il est important de nous écrire tout de suite pour faire état de la situation. Vous nous envoyez le courriel original, puis vous nous dites, on n'a pas reçu l'accusé de réception, parce qu'à ce moment-là, il est encore possible de récupérer la chose, puis vous permettre de déposer votre demande de soutien. Ici, on n'a pas de date limite. Là, je scope mon prochain sujet, mais vous l'aviez vu à l'écran, c'est correct. Mais avec des dates limites de dépôt de demande, là, ça peut devenir vraiment critique comme nuance. Alors, voilà, le scoop a été dit il y a 12 secondes. Il n'y a pas de date limite pour cet appel de projet-là. Pour cet appel de projet-ci, on est en mode entrée continue. Alors, les demandes peuvent arriver, je dirais n'importe quand. Puis, elles vont être traitées à partir de la date dans laquelle on va recevoir dans notre boîte courriel. Alors, c'est une nuance importante pour cet appel de projet-là. D'habitude, on a des dates limites liées à nos appels de projet. On va rentrer dans la portion conseil rapide pour la rédaction de votre demande. Alors, quand vous allez rédiger votre demande, là, vous avez des priorités en tant que demandeur. La priorité numéro 1, c'est faire sûr que les personnes qui vont analyser votre demande
comprennent bien votre projet. Ça peut sembler un conseil qui est évident, mais je vous dirais que la majorité des projets refusés, c'est parce que les personnes qui faisaient l'analyse n'ont pas été en mesure de vraiment comprendre quel était l'objet de la demande, en quoi consistait le projet. Alors, ce n'est pas un conseil à prendre à la légère. C'est pour ça qu'il est le numéro un, puis que je le garde dans l'ensemble de mes présentations. C'est le nerf de la guerre. Pour qu'un projet soit retenu, ben, il doit d'abord être compris. Ensuite, votre objectif numéro 2, ça va te faire la démonstration, vraiment de manière claire, que votre projet est en lien direct avec les actions puis les sous-objectifs présentés par Karen tantôt du changement 2 du plan stratégique. Les jeunes Lavallois et leurs familles ont renforcé leur pouvoir d'agir parce que c'est un critère d'admissibilité, puis c'est l'objet de notre appel de projet. Alors, c'est à vous de faire la démonstration de ça dans votre rédaction. J'ai insisté tantôt, on réinsiste encore. Votre demande doit être complète et admissible. Je vous ai parlé de mes émotions tristes là, tantôt. Quand les demandes ne sont pas admissibles, vous ne pouvez pas nous faire ça, à moins Karen. Et puis, c'est tout à votre avantage de ne pas travailler dans le beurre. Et je vous ai expliqué pourquoi c'est important que la demande soit complète et en plus, c'est un critère d'admissibilité. Il y a d'autres objectifs là, qui sont importants dans la rédaction de votre demande. Prenez le temps d'apporter les explications nécessaires. Prenez le temps de détailler. Prenez le temps de justifier. Justifier, ça veut dire donner les raisons des différents aspects de votre demande. Ça tant dans le volet qualitatif que financier. Par exemple, prenez le temps d'informer les gens qui font l'analyse des sujets, des approches, notamment des approches d'intervention. Ça ne veut pas dire que les personnes qui analysent votre demande ont tout le bagage d'intervention que vous avez sur le terrain. Donnez l'information sur ces approches-là, les méthodes proposées. Si vous avez un vocabulaire spécialisé, prenez le temps de donner des définitions afférentes. La même chose pour les acronymes. Là, ça devient une demande qui est presque, comment on dit, famous, qui est devenue célèbre. On a eu une demande il y a quelques années. La quantité d'acronymes à l'intérieur était phénoménale. C'est les acronymes qui ont fait que j'ai jamais été en mesure de comprendre quelle était la nature du projet parce qu'il y avait trop d'acronymes, aucun glossaire. J'ai jamais compris de quoi il était question. Jusqu'à ce jour, ça demeure un mystère plein et entier. Alors, vous pouvez utiliser des acronymes. Faites juste nous donner un petit glossaire pour nous permettre de savoir qu'est-ce qui est en question. On ne peut pas prendre pour acquis que l'ensemble des intervenants vont connaître l'ensemble des acronymes et des méthodes de travail qui sont disponibles là, sur le territoire. Ensuite, votre demande doit présenter un tout complet et cohérent. Ça veut dire ultimement de bien comprendre quel est l'objet de votre projet, quelle est sa nature. Vous devez toujours garder en tête le changement 2 lorsque vous faites votre rédaction, pas sauter vite à ce qui est le concret de votre projet. Prenez le temps d'amener les gens qui vont faire l'analyse, faire le lien entre le projet puis le changement 2 du plan stratégique. Ultimement, là, ce que vous avez comme objectif concret, là, le final, c'est de dire aux gens qui vont faire l'analyse de votre demande, notre projet permet de mettre en œuvre le changement 2 et on est les meilleurs pour le réaliser. C'est comme ça le slogan de votre demande de soutien financier au terme de votre rédaction. C'est un bon projet, il répond au changement 2 puis on est les meilleurs pour le faire. Vous faites la démonstration de cette affirmation-là. Ça aussi, c'est un des classiques de mes présentations. Le meilleur des projets ne va jamais pouvoir briller dans une demande où il manque de l'information. Vous avez en tête le meilleur des projets, on n'en a aucun doute. Mais s'il n'est pas détaillé de manière suffisante, si vous ne nous donnez pas l'information pour le comprendre, on ne sera jamais en mesure de savoir que c'est le meilleur projet. On rentre dans la rédaction de la demande telle quelle. Là, vous voyez, on fait directement référence aux questions du formulaire. Alors, il y a la question 2 qui est en lien avec les enjeux. Ici, c'est la question 2 qui nous dit de préciser préciser au moins une des actions ciblées des sous-objectifs de l'appel de projet. Puis, faites le lien avec cette action, décrivez l'enjeu rencontré par les 12 à 35 ans vulnérables ou leurs familles auxquelles le projet veut répondre. Alors ici, il est important de bien décrire l'enjeu auquel vous voulez répondre.
soit en parlant de la situation de départ, où est-ce que vous trouvez les jeunes ou leurs familles en ce moment, parce qu'après ça, vous voulez les amener plus loin là, avec votre projet. Alors, soit vous nous faites état de la situation de départ, vous nous expliquez l'enjeu sur lequel vous souhaitez avoir un impact favorable avec votre projet. Alors, pour faire ça, vous pouvez nous partager vos observations et vos constats. Vous pouvez nous faire part des besoins qui ont été nommés par le public cible de votre projet. Vous êtes en lien avec les publics cibles à tous les jours, vous les connaissez bien. Prenez le temps alors de nous expliquer comment vous avez reçu l'information qui vous permette d'affirmer que votre projet va vous permettre d'avoir un impact favorable sur eux. Informez-nous sur les modes de collecte de données. Est-ce que c'est des échanges lors d'intervention? Est-ce que c'est des statistiques? Est-ce que vous avez tenu un focus group avec le public cible? Informez-nous là-dessus. Et venez préciser spécifiquement laquelle des actions ciblées au plan stratégique sur laquelle vous voulez travailler. Prenez le temps de nous la nommer pour nous aider à faciliter l'analyse. Vous nous facilitez notre job, autrement dit, c'est ce qui est un peu souhaité avec avec tout ce grand texte. Ensuite, à la question 4, on va parler de la finalité du projet. On vous demande c'est quoi la finalité visée par votre projet. Autrement dit, c'est quoi votre objectif principal? Quel changement sur l'enjeu ciblé tantôt, là, à la question 2, vous voulez apporter grâce à votre projet? Alors, c'est la raison d'être de votre projet ici lorsque vous allez lorsque vous allez répondre à la question 4, la finalité, vous nous présentez la raison d'être du projet. C'est quoi le changement? C'est quoi la transformation que vous voulez amener grâce à votre projet sur l'enjeu que vous nous avez présenté? Là, ici, c'est l'heure. Attendez, je vais le lire puis je vais le préciser après. Ici, la finalité est beaucoup plus précise que les objectifs et les sous-objectifs du plan stratégique. Vous nous présentez, c'est où vous vous en allez avec ce projet-là, vraiment l'objectif principal, le changement que vous voulez apporter dans le milieu pour votre public cible. Alors, c'est le grand changement, votre grand objectif. Après ça, on va rentrer dans la description du projet. Fait que vous nous dites où vous voulez vous en aller avec la question précédente. Puis après ça, la question 5, vous nous dites comment vous allez arriver à ça avec la description du projet lui-même. Où on s'en va et comment on va y arriver. Alors, comment on va y arriver? C'est la question 5, description du projet. Vous voyez cette question-là, on vous a déjà pisté sur ce qu'on souhaitait avoir à l'intérieur de la réponse. Alors, on veut avoir la description du projet, mais dans la description du projet, informez-nous sur les actions puis les activités qui vont être prévues. Informez-nous sur qui va réaliser les différentes étapes du projet. Est-ce que cette étape-ci, c'est des intervenants? Est-ce que cette étape-ci, c'est une table de concertation? Informez-nous, est-ce que cette étape-ci, ben, c'est un sous-traitant ou peu importe c'est qui, un formateur X. On a besoin de ça pour être en mesure de vraiment comprendre le lien avec les activités. Informez-nous sur les moyens de mise en œuvre, la durée des activités, leur lieu de réalisation. C'est tous des détails qui sont importants pour vraiment comprendre la nature du projet. Donnez-nous tout autre détail nécessaire à la compréhension du projet, il va s'en dire. Mettez tout ça en relation pour que ça fasse un tout cohérent, faire sûr qu'on ait l'ensemble de l'information nécessaire. Si on met tout ça, vous allez être assuré de la compréhension de votre projet par le lecteur. Ici, là, c'est pas l'heure d'être le meilleur à un concours de rédaction. Là, on n'est pas dans la grande littérature. Si vous voulez nous présenter ça en forme de points, vous pouvez y aller allègrement. On n'est pas là pour juger de la forme, on est là pour avoir le contenu. Alors, allez-y de la façon où vous êtes le plus à l'aise dans la rédaction. Si vous vouliez y aller point par point, être vraiment très factuel avec l'importation, c'est quoi ce mot-là? L'important pour nous, c'est d'avoir l'information sur votre projet. C'est pas de vous juger sur le style de rédaction. Ensuite, à la question 6, là, on va rentrer plus dans le détail. Tantôt, on avait l'enjeu qui est votre grand objectif. Là, on veut comprendre les objectifs de votre projet. On n'est plus dans la finalité. On vous demande d'en présenter les principaux. Alors, choisissez les 3 les plus forts, les plus vendeurs que vous jugez pour l'analyse de votre projet. Parce qu'on ne veut pas que vous en écriviez 15, là, ça va être trop long pour rien. Mettez les 3 plus forts, les 3 les plus vendeurs et ça va vous permettre d'atteindre les objectifs pour l'analyse de la demande. Alors, vos objectifs, ils doivent être définis
il doit être réaliste. On doit comprendre où est-ce que vous vous en allez avec ce projet-là. Il y a un petit exemple pour vous aider dans la rédaction. Mon exemple à moi ici, c'est favoriser l'appropriation citoyenne des espaces communs dans le quartier Y. Vous voyez, il est court, il est défini, il est réaliste. Ensuite, on va vous demander d'écrire c'est quoi les résultats attendus en lien avec votre objectif. Ça va nous permettre de rentrer un peu plus dans le détail de ce que vous entendez faire avec votre projet. Là, à la lecture de ces résultats-là, on va nous permettre, à l'analyse, là, ça va nous permettre de constater que ça contribue à l'atteinte de la finalité de votre projet souhaité. Ici, dans mon exemple, il y avait mettre en place un comité d'animation dans ce parc-là. De nouveau, vous voyez, c'est défini, c'est réaliste. Puis, ça nous permet de dire, OK, ça contribue à aller vers la finalité souhaitée du projet. Il y a les questions 8 à 10. La raison de leur existence, c'est vous permettre de répondre aux critères d'analyse liés à l'ADS+, puis à l'accessibilité universelle. Comme je vous ai dit tantôt, notre objectif avec ces critères-là, c'est de voir que votre projet, vraiment, il favorise l'inclusion puis la participation de tous, sans discrimination, sans barrière. Alors, vous allez voir, là, on a essayé de vous mettre ça en formule à cocher pour que ce soit un peu plus facile. N'hésitez pas, lorsque possible, à mettre des détails pour favoriser la compréhension, mais ça vous permet de comprendre que ces questions-là sont directement en lien avec les deux critères que j'ai mentionnés. À l'échéancier de réalisation, la question 11, notre objectif, c'est de voir que votre projet a bien de l'allure. On va le résumer de même, là. Il est défini, il est réaliste, ça nous permet de voir, vous savez où est-ce que vous voulez aller. Si on voit que vous savez où vous voulez aller, vous répondez aux critères d'analyse, ça vous permet d'aller à la prochaine question. Alors, soyez concis, soyez concret, misez sur ce qui est le plus important, puis passez à la prochaine question. L'objectif, comme je vous ai dit, c'est de nous permettre de constater que c'est réaliste, puis que vous savez où vous en allez. Pas plus compliqué que ça, là. C'est pas de substituer à un plan d'action du tout, c'est de voir que vous avez une idée de où est-ce que vous allez. Ensuite, la question partenariat et concertation est particulièrement importante dans cet appel de projet-ci. On vous l'a mentionné tantôt, c'est le fondement même du plan stratégique. Alors, il est important d'y donner l'information ici. Alors, vous allez répondre à cet objectif-là, à ce critère d'admissibilité-là, qui est que le projet est de soutenir l'appel de projet vise à soutenir des projets concertés. Vous allez en faire la démonstration avec la question numéro 12. Alors, votre projet fait l'objet d'un partenariat dans son développement et sa mise en œuvre. Puis, on va constater que s'il y a des partenaires clés, ils sont autour de la table. Par exemple, si vous nous parlez de travail de rue tout le long de votre projet, puis qu'on voit que le TRIL n'est pas un collaborateur, travail de rue Île de Laval, on va se poser des questions. Vous nous parlez de travail de rue là, depuis 6 pages, puis vous n'avez pas parlé au TRIL, on va se demander comment ça. C'est un peu à ça que ça sert la question. Aspect financier, vous savez, j'allais dire c'est le nerf de la guerre de la demande. Non, c'est pas tant vrai, mais c'est un morceau de casse-tête qui est très important, par exemple, dans définir l'ensemble du paysage de votre demande de soutien financier. Il est important d'y mettre tout le niveau de détail qui est nécessaire. D'abord, on a insisté tantôt, je le rappelle, il est important de faire sûr de veiller aux 3 critères d'admissibilité qui sont en lien avec le budget. Il est important de le détailler. Ça, détailler, qu'est-ce que ça veut dire? C'est de nous donner l'information sur ce à quoi va servir la subvention dans le plus de détails, nécessaire. On ne va pas rentrer dans chaque papier ou chaque crayon ou chaque kilo de farine si vous avez un atelier culinaire, là, mais vraiment de permettre de comprendre ce à quoi exactement va servir la subvention, surtout de donner le niveau d'information là, pour les plus gros postes budgétaires, savoir concrètement comment vous arrivez à ce montant-là, à quoi représente ce montant-là. Alors, en donnant un niveau de détail, en chiffrant, alors en donnant les montants les plus précis possibles pour montrer là, que les devoirs ont été faits en profondeur. Alors, vous chiffrez exactement chaque poste budgétaire. Vous justifiez. Pour nous, là, justifier, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire nous expliquer la nature de la dépense. L'exemple classique que je donne de ce temps-ci, là, c'est que si on écrit ressources humaines, puis on écrit 13 000 $,
On sait que c'est 13 000 des ressources humaines, mais on ne sait rien d'autre. On ne sait pas si c'est une personne à temps plein sur une courte période, si c'est un contractuel avec 1 heure ou 2 pendant une longue période. Ça ne nous permet pas de justifier le montant de 13 000 Alors, ce que je vous invite à faire, lorsque vous avez un poste de budget, un poste budgétaire qui est global comme ça, au lieu de simplement écrire ressources humaines, mettez-nous en parenthèse ce à quoi correspond le montant. Alors, si vous avez une personne qui est à temps plein sur un certain nombre de semaines, écrivez-le en parenthèse, ça va nous permettre de voir que le montant demandé est tout à fait justifié, tout à fait raisonnable et tout à fait réfléchi. Puis là, on constate, ah ben là, c'est sûr, 13 000 ça a bien de l'allure. C'est pour nous permettre d'arriver facilement à cette conclusion-là, de ne pas laisser des questions en suspens lors de l'analyse parce que ça ne sera pas à votre avantage. Alors, en parenthèse, si vous avez achat de matériel, donnez-nous les dépenses les plus importantes de ce achat de matériel pour permettre de voir, ah, OK, il demande 2 000 c'est 100% raisonnable parce qu'il m'a expliqué en parenthèse ce à quoi ça correspond. Ensuite, vous devez ventiler selon les sources. Ça, ce que ça veut dire, c'est de mettre spécifiquement ce qui est demandé dans la subvention de la Ville de Laval, dans la colonne Ville de Laval, et qu'est-ce qui va être des contributions de votre organisme et de vos partenaires dans la colonne afférente aussi. On doit savoir exactement ce à quoi la subvention va servir. De un, c'est la job de l'appel de projet, et de deux, pour permettre de constater que c'est des dépenses qui sont admissibles. Alors, cette ventilation-là est très importante. Aussi, je vous en ai parlé en début là, de ma présentation. Prenez le temps de mettre en valeur toutes les contributions de votre organisme et de tous vos partenaires. Lorsqu'elles sont chiffrables en argent, prenez le temps de le faire. Une note importante, on ne peut pas calculer du temps de bénévole, par exemple, selon les normes comptables. Ce n'est pas quelque chose qui est possible de faire, ce n'est pas recevable. Mais si, disons, il y a une ressource humaine d'un partenaire qui vient 2 heures par semaine prêter main forte à votre projet, bien, c'est une contribution super importante de votre partenaire qui a assurément une forte valeur financière qu'il faudrait mettre en valeur dans le montage financier. Si un partenaire vous prête un local, puis grâce à ce prêt de local-là, vous n'avez pas besoin d'en louer un, bien, mettez la valeur marchande du prêt de local dans le montage financier parce que ça permet d'économiser des sommes sur la valeur totale du projet. Alors, prenez le temps d'aller chercher chacune de ces contributions-là, puis de les transférer, de les justifier en dollars si cela est possible. Vous allez voir là, dans le formulaire de demande, il y a un onglet exemple qui est joint pour vous montrer un peu comment on appliquerait l'ensemble de ces conseils-là, à nouveau sans vous demander trop de temps. Je vous dirais aussi un autre élément qui est important, ça va sembler évident, mais ce n'est pas tant que ça. Faites sûr que le budget qui est soumis correspond au montant demandé dans le formulaire qualitatif. Ce n'est pas toujours le cas qu'il y a une correspondance entre les deux. Et présentez votre budget sur la durée totale du projet. Inventez pas une autre période, il faudrait je vais le présenter autrement. Dans le formulaire qualitatif, si vous avez écrit que le projet est sur 2 ans ou 54 semaines, bien, le budget qui est déposé doit être sur la même durée que ce que vous avez écrit au formulaire qualitatif. Nous, quand on va ouvrir la demande, là, c'est la première chose qu'on va faire. On va regarder est-ce que le formulaire de montage financier puis le formulaire qualitatif disent la même chose. Quand ça ne dit pas la même chose, bien, ça a des impacts au niveau de l'analyse, puis ça a des impacts dans les délais. Ça complexifie un peu les tout. Puis, éventuellement, ça pourrait même mener à ce qu'il y ait des erreurs sur le montant que vous avez vraiment besoin pour votre soutien financier, ce qui n'est pas à l'avantage de personne. Alors, prenez le temps de faire cette double vérification-là. Si vous avez un budget que vous voulez présenter sur une plus longue période, puis disons le décliner par année, soyez seulement sûr d'avoir un budget après ça global qui va réunir toute l'information, puis dont le total va être le même total que ce que vous avez à avoir inscrit sur le formulaire de demande. Là, je pense que j'ai assez parlé de l'aspect financier. Alors, en rafale, dernière opportunité pour moi de plugger qui est important de lire le guide et d'utiliser les outils qui sont à votre disposition, de revérifier que vous respectez bien les critères d'admissibilité avant d'envoyer votre demande,
de ne pas hésiter du tout à écrire à la division du développement social pour vos questions. Ça nous fait toujours plaisir. Puis à nouveau, on préfère prendre du temps puis vous accompagner en amont pour faire sûr que vous déposez une demande admissible avec la meilleure information puis que vous mettiez le plus en valeur possible par la suite. Ça nous fait plaisir. Puis c'est pour ça qu'on est là. Puis mon, mon mon conseil classique, ça serait c'est toujours le même, c'est que je vous invite à faire lire votre formulaire de demande par une personne qui est éloignée du projet. Parce que la personne est objective, puis si elle lit votre demande, puis vous voyez que cette personne éloignée là du projet comprend ce qui est écrit, bien vous savez que nous aussi, lorsqu'on va en faire l'analyse, on va comprendre la demande aussi. Alors que si c'est vous qui faites la dernière lecture ou quelqu'un qui est proche du projet, bien, vous complétez l'information vous-même dans votre cerveau, même si elle n'est pas écrite. Alors, vous dites, bien, c'est sûr que la demande est complète, justifiée, puis qu'il y a tout ce que dont on a besoin pour la comprendre, mais au regard d'une autre personne, ça ne sera pas nécessairement le cas. Alors, je vous invite à... Si vous avez d'autres trucs d'ailleurs, hein, envoyez-moi-le. Peut-être que je vais arrêter de donner tout le temps le même, mais c'est le meilleur que j'ai trouvé à date. Alors, je vous invite à m'écrire vos autres trucs de confirmation, de compréhension de demande. Je vais être 100% preneuse à cet égard-là. Ça fait le tour de notre présentation. On va prendre un petit intermède de quelques secondes pour pour mettre fin à l'enregistrement. On remercie vous qui êtes là en personne et on remercie les personnes qui nous écoutent en différé de l'intérêt qu'ils portent à l'appel de projet, de prendre avantage de tout le soutien informationnel, dont écrire à la division pour poser vos questions. Et je dis bye à nos personnes en différé et je vous reviens dans quelques instants.